On va pouvoir revenir, hein, il y a justement, on n'a pas de variation, c'est fixé sur une photographie, et donc on y revient, on regarde, on réanalyse, on fait la même chose sur la même matière première. Et la victimologie, donc c'est un élément clé, c'est une fois qu'on a bien vérifié aussi à qui on a affaire, sa personnalité, ses habitudes, les parents qui nous disent ça, donc on a quand même des informations assez fiables sur le profil de personnalité de cette personne, dès lors qu'elle est identifiée, bien sûr. La scène du crime, donc en deux mots, rapidement, c'est tout est important, il faut évidemment protéger les lieux. Je ne reviens pas sur le cours d'hier en police technique et scientifique, ne rien toucher, ne rien faire dès lors que nous devons faire vraiment un cadavre. Du plus loin au plus près du cadavre, c'est-à-dire que l'analyse part de loin et se rapproche des lieux pour bien ratisser tout. Les détectives de scène de crime, qui sont donc des policiers ou des gendarmes spécialement formés à ces questions, qui auraient évidemment une meilleure approche que le profane ou le non formé. Des photos, des vidéos, des prélèvements à tous azimuts en multipliant les angles d'attaque et d'approche, plans, notes personnelles, idées, et j'insiste aussi sur les idées, puisque vous avez des bonnes idées, et que c'est pas moi qui sais tout, et ni d'ailleurs l'un d'entre vous tout seul comparativement aux autres. Il faut essayer de confronter tout ça pour faire converger les avis, dès lors qu'on est en vérité. La vérité s'imposera à tous, à un moment donné, il y aura plus beaucoup d'avis différents, voilà, mais au départ, c'est divers. Dès qu'on est dans la bonne direction, voilà, hop, on va tous. Il me semblait que tout ce matin, vous avez dit quelque chose, vous étiez quasiment tous d'accord. C'était quoi? Rappelez-vous. Vous êtes arrêté sur un truc, je vous dis, ah oui, ça y est, ça, c'est. Vous semblez vraiment tous d'accord là-dessus. C'était un truc évident qui était organisé. C'est un tueur. Non, c'était organisé. Tout le monde était d'accord que c'était un tueur organisé sur les premiers cas des services criminels. Oui, ça ne fait pas consensus. S'il ne fait pas consensus, alors il faut continuer. C'est très simple. Bon, il y a eu plusieurs moments pour tout dire, hein, où vous êtes tombés d'accord malgré tout, mais je partirais du plus capital en termes de signature comportementale. Tous étaient d'accord pour dire que les pieds étaient droits. Là, voilà, vous allez dire ah oui, ah oui, ah oui, quand il dit ah oui, ah oui, ah oui, tous là, c'est bon, on est dans le bon. Revenir sur la scène du crime, très important, de la manière qu'on réactualise le profil. Voilà. C'est un cycle permanent. Ne jamais arrêter cette histoire-là. Parce que revenir sur la scène du crime, vous êtes, dans le meilleur des cas, vous êtes l'enquêteur ou criminologue qui est arrivé pour la première fois sur les lieux. Tant mieux. Mais il se peut que vous ne soyez déjà pas intervenu pour la première fois, donc il faut y aller. Puis quand vous avez ensuite commencé à y aller, vous avez intégré des informations, et puis vous commencez à faire votre premier profil. Puis là, vous convergez. Hein, c'est un peu comme ça. Il faut que je revienne sur la scène du crime pour confronter ce premier profil, ou mes premières conclusions, avec cette scène de crime. Et puis voilà, c'est tout le monde, on continue comme ça, sans cesse, sans jamais s'arrêter. Ainsi, l'expert en profilage peut intervenir avec tous à tout moment. Concernant la victimologie, tout savoir sur la victime de nouveau, savoir qu'il y a tel profil de victime, tel profil d'auteur, ça c'est un grand principe que je n'ai cessé de marteler aux enquêteurs qui ont du mal parfois à entendre qu'on a beaucoup d'informations qu'on peut obtenir sur l'agresseur rien qu'en étudiant à fond la victime. Parce qu'ils s'orientent trop souvent, malgré tous leurs bons et loyaux services, évidemment, dans un aspect d'investigation classique ou de preuve ou d'éléments plus directs par rapport à ce qu'ils recherchent. Comme si je vous disais, voilà, un témoin dit que, a vu que, il était comme ça. Et là, oui, pour eux, c'est plus important de se rapprocher de l'information liée à l'agresseur. Ils ont du mal à dire, s'il a pris, voilà, s'est attaqué à tel type de victime, bon, bien sûr que ça m'aide à savoir à qui il est, hein, indirectement, par ricochet, mais ils ont du mal à voir qu'à tel profil de victime, vraiment, si vous l'étudiez à fond, vous pourriez, de manière presque correspondance et raisonnablement établie dans tous les points de ce profil, commencer à déduire le profil de l'agresseur. Voilà, ça c'est un truc effectivement qu'ils ont du mal intellectuellement à faire encore, et tant mieux s'ils vont dans la bonne direction malgré tout. Alors, on saura tout dans ces cas-là, puisqu'on a compris que plus on en sait sur la victime, plus on en saura sur l'agresseur. Il faut connaître son physique, ses aliments, sa personnalité, ses passions, mais également ses craintes, ses relations familiales, comportement social, antécédents éventuels, sa profession, sa réputation, son style de vie, son cadre domestique. C'est quoi ses grands-parents? C'est quoi ses grands-parents? Il faut carrément remonter aussi presque à la généalogie, hein, sans trop quand même remonter au Moyen-Âge. Mais en savoir un paquet de choses sur la personne.
Et quand je dis, vous voyez, si je reprends quelques points, le physique. Est-ce que par exemple c'est quelqu'un qui perd facilement du poids? Est-ce que c'est quelqu'un qui prend facilement du poids? Est-ce que c'est quelqu'un qui a des problèmes de santé liés à la boulimie ou l'inverse, l'asthénie? Voilà. Est-ce que c'est quelqu'un qui est plutôt vu comme beau, esthétique, charmant, ou alors finalement en complexe d'infériorité sur son estime de soi par rapport à son physique? Il faut vraiment, vous voyez, détailler ce genre de choses-là pour quelque part la connaître presque aussi bien que son frère, sa sœur, ayant vécu avec elle. Introverti, extraverti. Tout, exactement, ce genre de détails. Et donc ça suppose quand même une certaine curiosité. Tout le monde n'a pas. Les enquêteurs qui vont à l'essentiel, ou en tout cas sur ces choses-là. Non, il faut vraiment tout savoir, tout ce qu'on peut savoir. Et donc, s'il y a un mobile, bah, on recherchera bien sûr quelqu'un qui avait un intérêt à en vouloir à cette personne, dans un contexte d'amour, de famille, ou d'ennemis, de collègues de travail, je n'y reviens pas. Et s'il n'y a pas de mobile, comprenez qu'il faut quand même regarder des connaissances de passage, des liens d'enfance, quiconque en tout cas ayant approché ne serait-ce qu'une seule fois la victime ou ses proches. Parce qu'un criminel, disons, qui s'en prend pour la toute première fois à quelqu'un qu'il rencontre, imaginons dans la rue, pour la toute première fois, c'est quand même très rare. Il y a au moins une phase de surveillance, il y a au moins une personne qui l'a vu, qui l'a repéré, et qui dit oui, finalement, ça colle ou ça colle pas. Alors il fait le tour, il la regarde. Peut-être qu'il va regarder ses habitudes, comme l'excès Daval. Alors il fait son jogging, ah oui, voilà. Mais ça n'est jamais de but en blanc, rarement. En tout cas, c'est très rarement. Il faut tomber sur des cas très inorganisés dans ces cas-là. Hein. Mais dès lors qu'il y a un minimum d'organisation, bah, il y aura préméditation, préparation, surveillance, sélection. Et donc tout ça, c'est un temps dans lequel il y aura un rapprochement minimal avec sa victime. Même de loin, même de vue. Bien. Enfin, troisième élément, les éléments de sciences légales. Guy, je sais, la digestion est dure. Ça va aller. Tu veux un petit bonbon? Regarde. Regarde un petit bonbon là, ça fait du bien. Alors, je vais te dire, voilà, je vais te donner l'exemple. Hein? Il n'y a pas d'âge pour ça. Troisième temps, les éléments de sciences légales. C'est tout type d'expertise. C'est-à-dire, politique légale, politique scientifique, mais expertise balistique, expertise en ADN, expertise en anthropologie, expertise en automologie légale, les petits insectes dont on parlait déjà, expertise en reconstitution faciale. Il y a toutes les os, le crâne, on va essayer de reconstituer la personne. Expertise en documents, en comparaison d'écriture. Expertise audio, c'est un bon... C'est une vraie, hein, on peut authentifier ce document, c'est audio, c'est vidéo ou pas. Parce que c'est quelqu'un qui a trafiqué les bandes. Ça aussi, vous pouvez pouvoir le trouver d'un point de vue technique, etc., etc. Tout type d'expertise est bienvenu. Donc, évidemment, l'expertise, elle est là pour certifier, ou approfondir en tout cas, améliorer la force probante de l'information. D'où un examen très minutieux, donc un rapport d'autopsie tout aussi méticuleux, des rapports précis de laboratoire de police scientifique et technique, avec l'esprit et la pratique du développement généralisé de l'expertise criminelle au sens large avec le juge. Et là, il faut convaincre. Parfois, le juge est limité pour des raisons d'argent. Parfois, le juge est limité parce qu'il y a l'UNM, on ne veut pas beaucoup parler de ça. Donc, il en revient aux essentiels. Parfois, l'affaire n'est pas médiatisée, et puis, mais en quoi même? C'est arrivé, près de chez nous. Et puis, voilà, pour plein de raisons qui peuvent parfois arriver, j'insiste sur le parfois, eh bien, on n'est pas forcément dans ce créneau de perfectionnisme expertal. Alors que nous devrions très clairement aller sur le terrain de la victimologie médico-légale, de criminologie médico-légale, de reconstitution du scénario criminel et autres éléments déterminants dans ce genre. Alors, vous voyez la photo dont je vous parlais? C'est celle-là. Première affaire dans laquelle je suis intervenu. Le gendarme était positionné sur cette photo en haut à droite, à l'endroit précis où se trouvait l'auteur des faits, après avoir positionné sa victime pour ne plus voir quoi que ce soit d'elle. En effet, c'est à ce seul endroit
que l'on ne voit plus la tête qui est cachée par le coin de la cagette, qu'on ne voit plus donc même, comment dire, par la partie droite là, qui a été tirée du linge, hein, l'intérieur de la cagette, donc c'est pourrait être une partie aussi du cou, la partie du corps. Évidemment que la cagette elle est là pour voir de faire obstacle, en tout cas écran visuel au maximum de choses sur les parties basses du corps, y compris, puisque ça a été retiré comme ça, cette partie qui, de cet angle-là, avec le point comme ça, ne permet pas de voir le sexe. Et là aussi, ça obstrue. Bon. Alors que vous êtes un petit peu en avant, arrière, vous commencez à voir la tête, vous commencez à voir le genou, de ce genre de choses. Vous vous avancez, vous ne pouvez que voir le visage. Évidemment que si on n'avait pas la cagette, on s'aperçoit que c'est une toute autre histoire qui se joue dans cette affaire. C'est-à-dire qu'on n'imaginait pas que cette femme de 72 ans, non seulement bâillonnée, aux yeux, à la bouche, etc., non seulement piquée à différents endroits par un bâton de ce genre-là, pour qu'elle soit noyée, en poussant son corps, sa tête, sous l'eau, à plusieurs reprises, eh bien, ait eu le vagin complètement détruit, presque, avec perforation intérieure, abdominale, etc., par bâton, qui dit par enfourché 1000 fois, enfin, plusieurs fois en tout cas, antémortem. Tout ça, on ne le voit pas de prime abord lorsqu'on a la cagette. Il a donc eu un moment, premier temps où il a fait ça, et deuxième temps où il a fait ça. Donc il y a un temps de sadisme, sexuel, on va dire, et un temps de regret. Hein, vraiment, je veux dissimuler tout ce que j'ai fait. Parce que nous en apprend beaucoup sur sa mixité, donc sur son profil. Okay. Et moi, grâce à ce gendarme, il n'y a que 4 photos en couleur de la scène du crime à proprement parler, je vous ai dit. Hein. 4, je ne l'ai pas inventé. Le reste, c'est photo et blanc, noir et blanc, un peu de photocopie, tout ça. Donc c'est vraiment totalement insuffisant à l'époque, mais ça remonte quand même dans les années 80, 98, 99, quelque chose comme ça. Ils n'en étaient pas dans une gendarmerie de type section de recherche, par exemple. Mais quand même, il a eu au moins je ne sais pas si c'est un ressenti, si c'est un hasard complet, je ne crois pas que ce soit un hasard complet. Parce qu'il a bien senti qu'ici, dans cette position-là, il y avait quelque chose qui se jouait. Et donc, il a en tout cas photographié, immortalisé l'instant T où l'auteur était positionné dans son regret. Voilà. Et ça, c'était capital pour moi. Parce que celui qui a fait ça était un jeune, qui s'appelait Samuel Millot. Il avait eu une deuxième personne, un professeur d'anglais espagnol, qui commençait sa série criminelle. Et je me rappelle encore de ce gendarme à l'époque, qui était venu me voir, qui avait bien, en tout cas, presque une cinquantaine d'années, qui était un adjudant-chef aguerri de la section de recherche en question, même si l'affaire ne venait pas à la section de recherche de but en blanc au départ, et qui reprenait l'affaire et qui disait « je vois pas qui a pu faire un truc pareil ». Ils n'étaient pas du tout formés à ça, ils étaient plus dans l'homicide classique, les vols, les cambriolages, les fraudes, tout ce que vous voulez, hein, du commun d'une gendarmerie, mais vraiment ils ne savaient pas. Et donc ils disaient « on ne trouve pas, on ne sait pas », etc. Je dis voilà, je me souviens très bien avoir dit à ce moment-là, c'est un jeune qui a fait ça, c'est quelqu'un qui a un fantasme vraiment narcisso-sexuel, c'est-à-dire la toute-puissance de domination et de mort sur la partie haute du visage, la partie perversion sexuelle ou narcisso-sexuelle en bas, exposée puis cachée, mais très clairement, il y a de la colère riposte, c'est-à-dire de la haine, la colère qui s'est déchargée dans un premier temps sur ses victimes, il a voulu se venger par substitut ou réellement contre elles, et ensuite il a éprouvé un regret. Ce regret montre qu'il est fortement inorganisé post-mortem, probablement qu'il n'est pas loin. Il a un profil très rigide, il a ceci, il a cela, mais recherchez vraiment dans le voisinage ce type de profil. Finalement, ils vont trouver. L'essentiel, c'est que on puisse, grâce à ces photos, eh bien, à un moment donné, tomber sur la psychologie même du criminel que vous ne soupçonnez pas au départ. Alors, travaillons ensemble, si vous voulez bien, maintenant sur les classifications criminologiques, c'est-à-dire deuxième étape de la méthodologie. Nous allons rentrer les informations que nous connaissons d'abord de la première affaire, si vous voulez bien. Dans les essentiels que nous allons voir, nous n'allons pas traiter malheureusement des classifications du crime biais qui fait partie d'un stage supplémentaire, mais nous allons au moins aller jusqu'au petit f, ou grand F, de ces modèles. Type d'auteur, facteur espace-temps, degré de victime à risque, degré de risque pris par le criminel, l'escalade criminelle,
Ça doit vous rappeler ce qu'on a vu d'un point de vue anglo-saxon, il n'y a rien de nouveau. Mais j'y ai rajouté donc crime sexuel organisé et inorganisé que l'on voit davantage dans la troisième partie du modèle. En fait, on va déjà en parler, puisque c'est une typologie, et ensuite on va préciser certains points dans la troisième étape. C'est parti. Le type d'auteur. Alors, vous m'entendrez souvent dans des commentaires de type reportage, vidéo. Un dernier mandat, c'était pour TF1 sur l'affaire Vincenzo Valentino, sur en série du nord-est de la France, qui sortira en janvier. C'est le fait que je distingue très souvent, et ça n'a rien de nouveau, vraiment, je reprends ce que le FBI faisait depuis longtemps, les crimes avec mobile classique et les crimes sans mobile apparent. Il y a déjà une première typologie de base qui pourrait fédérer tout le reste. Imaginons une pyramide comme ça qui démarrait en haut de sa pyramide avec deux grandes catégories. Ensuite, il y a des sous-catégories de tout type d'infractions. Et au sommet de la pyramide, vous avez ceux qui l'ont fait pour des mobiles classiques et ceux qui l'ont fait sans mobile classique, qu'on appelle sans mobile apparent. Faisons simple. Celui qui fait avec mobile classique, c'est un mobile rationnel. Ça veut dire que c'est logique, que c'est compréhensible par tout le monde, que c'est une motivation, en tout cas, que tout un chacun peut faire et peut comprendre. Et il n'y en a que trois. Pouvoir, sexe, argent. Qui renvoient à passion, crapuleux, vengeance dans les mobiles classiques. Vengeance, c'est pouvoir, sexe, argent, donc c'est souvent lié au pouvoir, de pouvoir se venger dans la rancœur, etc. Passion, c'est souvent sexe et sentimental, et puis crapuleux, c'est l'argent. C'est ce qui malheureusement gouverne le péché, les péchés du monde depuis que l'homme a mangé la pomme dans le jardin d'Éden. Toujours. Voilà, ça en revient toujours aux mêmes histoires. Et tout le monde comprendra que s'il y a beaucoup d'argent à prendre, ça peut devenir mobile crapuleux. Si à un moment donné, donc, tu m'as fait chier dans toute ma vie, tu as pris mon travail, tu as détruit ma vie, je vais maintenant te le faire payer. On prend aussi la vengeance de manière tout à fait claire. Bon. Et enfin, la passion, oui, je dis souvent, vous rentrez chez vous, et puis, c'est bizarre, un petit peu plus tôt que d'habitude, et puis vous entendez un petit bruit, c'est pas, alors vous dirigez vers la chambre à coucher, puis là, vous voyez des trucs là sous les draps, où il n'y a rien, mais voilà, ça bouge. Et puis là, il y a un pied, tout d'un coup, qui sort des draps, mais c'est pas le pied d'habitude, quoi, c'est un autre pied, c'est un pied que vous n'avez jamais vu. Là, bien sûr, votre sang ne fait qu'un tour, et vous prenez le fusil de chasse qui se trouve dans l'armoire, et vous tirez dans le tas. Plus exactement, dans les faits, vous tirez bien sûr sur le tiers. C'est rarement la personne qui vous a trahi. C'est d'abord, en tout cas, dans l'ordre, s'il y a un ordre à respecter chez l'individu, le tiers, qui n'a rien à voir dans l'histoire. Du moins, qui n'a rien à voir dans votre vie, qui vient de s'introduire dans votre vie et qui vient de prendre votre place. Et donc là, c'est crime passionnel. Tout ça, c'est logique. Et tout ça, ça répond à conflit ou lien entre l'auteur et sa victime. Nécessairement et préalablement au crime. Autrement dit, l'auteur et la victime se connaissent, ou l'auteur et la victime ont un intérêt connu, ou l'auteur et la victime ont déjà eu des conflits qui expliquent ce qui est arrivé. Mais en tout cas, on ne part pas de zéro. Ce n'est pas un étranger qui a fait ça, c'est quelqu'un qui vraiment était dans le sillage de la vie de l'intéressé d'une manière ou d'une autre. Ce faisant, eh bien, on a des petites sous-classifications qu'on peut donner, qui sont plutôt juridiques, au départ, qui n'ont donc pas beaucoup d'intérêt criminologique. Meurtrier ou assassin pour un homicide dans un événement et un lieu. Par exemple, donc là, je tue Paola qui n'arrête pas de regarder son téléphone. Et puis, j'imaginais, Paola, pas le prendre au sérieux, après, je vais pas vous suivre. Donc un homicide, un événement a lieu, mais simplement on fait une distinction classique en droit, meurtrier ou assassin, c'est-à-dire meurtrier non prémédité, assassin ayant prémédité. Deux homicides, deux événements de lieu, c'est un récidiviste en droit.
Mais j'ai bien dit 2 événements et 2 lieux, c'est-à-dire qu'il ne fait pas tout d'un seul coup. Non. Ce serait différent. Voilà. Il y a au moins un temps entre les deux. Okay. 2 homicides et plus, un événement, 2 lieux et plus. Bon, bah là, en gros, c'est récidiviste ou multirécidiviste, ça dépend du nombre de victimes. Et enfin, 3 homicides, au moins 3 événements différents, 3 lieux. Le tueur à victime multiple, c'est souvent une catégorisation qui n'a pas de fondement juridique à ma connaissance en code de procédure pénale, en code pénal, sauf l'erreur de ma part. Mais en tout cas, qui est plutôt rentré dans les usages dès lors qu'on a un nombre très important de victimes. Vous voyez que là, moi je suis un peu perdu. Parce que c'est des qualifications qui m'apprennent pas beaucoup en fait sur le profil de celui qui l'a fait. C'est assez simple et assez basique. C'est du droit, presque. Là, je m'intéresse maintenant à la nouveauté, c'est-à-dire on dit souvent d'ailleurs qu'à peu près 80% des crimes à la brigade de criminels de Paris, j'ai souvent entendu dire ça, c'est ça. Et puis de plus en plus, chaque année, le chiffre augmente, 10, 15, 20, 25% de crimes sans mobile apparent à l'année. Donc on a une proportion de plus en plus importante de crimes non compris, non rationnels, fous, fantasmatiques, pathologiques, c'est ça. Le crime sans mobile apparent, une motivation fantasmatique ou pathologique. Alors le fantasme, c'est quoi? J'aimerais, oh oui, j'aimerais être le plus grand dictateur, empereur du monde. Ou alors, fantasme, c'est un fantasme de pouvoir, fantasme sexuel. Je vais vous donner l'exemple, hein, c'est trivial entre nous. Hein. Le chien, il est en train de secouer là, de secouer sur votre jambe. Mais à l'échelle d'un être humain, qui est plutôt prédateur, ça serait dans la rue, il regarde très précisément, très attentivement les personnes qui l'intéressent, qui répondent à son style, personnes, stimuli sexuels et autres. Et puis, une fois qu'il a fait sa sélection, il passe à l'acte. Parce qu'elle répond à ses fantasmes. Nous avons tous des fantasmes liés au type de personnes qu'on aime, au type de position sexuelle éventuellement si on est en matière de sexualité, à ce qui nous provoque en tout cas une forme de plaisir quel qu'il soit. Oui, il y a donc des critères sélectifs, absolument. Mais j'insiste, ils sont personnels. Vraiment très personnels et ne marchent pas pour tous nécessairement. Par exemple, le prototype, si on est un homme, de la jeune femme poupée Barbie, c'est faux. Il y a des gens vraiment qui n'aiment pas les poupées Barbie et qui n'aiment pas donc les grosses poitrines et qui n'aiment pas les personnes fortement en chair, de la même manière que j'ai souvent vu en Afrique par exemple. Vous allez m'excuser messieurs, c'est parce que je l'ai souvent entendu, pas forcément vous, mais que, alors que d'un point de vue européen, on est davantage